commencer par un rapide tour de table, ne serait-ce que pour rectifier donc l'absence de Morgane, représenté par Dominique. Il aura l'occasion de vous le redire lui-même. Donc rapidement, nom, prénom, et puis qualité, rapide présentation de votre structure. Et vu que c'est le thème un peu de la semaine, si quelqu'un a un message à passer sur un anniversaire, hein, je dis ça, je dis rien, Vincent, bah, c'est le moment ou jamais de parler aussi des anniversaires. Donc Laurence Lang, groupe Orange. Je suis la directrice territoriale pour la Haute-Garonne. Ça a été présenté tout à l'heure, hein, donc 6 000 salariés en Occitanie, 3 000 sur le département de la Haute-Garonne. Et j'accompagne les collectivités sur les projets, ou plutôt j'informe sur nos investissements hein, dans le territoire, que ce soit la fibre, la 5G, réseau LoRa, ou les services numériques. Voilà, donc je suis en point d'entrée, on va dire, pour l'externe hein, et pour l'interne sur ces sujets-là. Bonjour, Philippe Lacard, je suis le directeur général de The Fil. Donc The Fil, c'est une société, une filiale de Toulouse Métropole. Notre but, c'est de gérer, d'exploiter, de commercialiser le réseau fibre pro. On fournit que du pro et évidemment, on parlera d'infrastructure. Dominique Astrin, Haute-Garonne numérique, syndicat mixte en charge du déploiement de la fibre optique hors zone métropolitaine. On y reviendra tout à l'heure. Bonsoir à tous et à toutes. Yvon Caristan pour XP Fibre, deuxième opérateur d'infrastructure en France. Nous sommes sur un périmètre national et outre-mer. Notre mission est de déployer la fibre FTTH, hein, celle que vous avez à la maison. Cela représente un peu plus de 7 millions de prises, donc aujourd'hui quasiment déployées. Je m'occupe en particulier de la métropole de 24 communes autour de Toulouse, on va dire la première et la deuxième couronne. Et nous avons bien sûr la responsabilité et nous tissons le lien et le partenariat avec les collectivités. Donc Vincent Verdier, bonjour. Merci Pierre de m'avoir convié à cette table ronde. Donc quand Pierre parlait d'anniversaire, en fait, moi je travaille chez TDF, donc je suis en charge des collectivités locales. Quand Pierre parlait d'anniversaire, c'était pas le mien, c'était celui de TDF, hein, parce qu'on a fêté les 50 ans du groupe TDF cette année. Voilà, donc 50 ans de réseau critique, de diffusion, parce qu'on nous connaît beaucoup pour la diffusion, mais la diffusion, c'est un tiers de notre activité aujourd'hui. Donc 2 tiers des activités sont dans les télécoms. On a une présence régionale qui est assez forte, puisqu'on a notre direction régionale qui est basée à Toulouse. Et puis on a aussi une usine de production donc, qui est juste à côté de Toulouse, à Beauzelle, où on produit nos pylônes pour toute la France et aussi pour les opérateurs. Donc, bon, je regarde un peu moins XPFi, mais je regarde Orange. Donc on produit des pylônes en France, à côté de Toulouse. Voilà. Bon, très bien. Donc Philippe, je note, il n'y a pas d'annonce. C'est bientôt les 25 ans de The Fil quand même, mais... Très prochainement, oui. Quand même. Donc, sur les infrastructures numériques, moi, ce qui m'a semblé important, c'est de revenir sur la terminologie. Je pense que, enfin, je ne sais pas quelle est la composition exacte de la salle, mais en tout cas, pour la plupart d'entre nous, ça fait plus de 10 ans, en tout cas, qu'infrastructure numérique se confond avec la fibre optique et le FTTH. Donc, voilà, j'ai regardé les derniers chiffres qui sont tout frais de l'ARCEP, là, du T2 2025, donc 93% de locaux raccordables en France. Donc, le chemin à parcourir reste important, mais quand même limité à 7%, même si c'est compliqué. Donc ça fait 41,6 millions de foyers raccordables quand même. Et on a donc la 15e place à peu près mondiale en taux de pénétration, 75% de taux de pénétration de la fibre optique. Et en Europe, on va dire 3e, 4e, parce que moi j'aime toujours dire que l'Espagne et le Portugal quand même continue la course en tête quand même, malgré tout. Et on a, sur cette nouvelle évolution, 40%, notamment des collectivités, hein, pour commencer par elles, puisque la parole, je vais la donner d'abord à Philippe et à Dominique. 40% des collectivités déclarent avoir un projet de territoire connecté, et finalement avec une prolongation de l'action fibre optique qui les a animés pendant ces 10 dernières années, avec de la vidéoprotection, du data center de proximité, de l'IoT. Et donc, ma première question, c'est les infrastructures numériques, au-delà de la fibre optique, pour maintenant, les années qui viennent, quand on se projette, finalement, vers où on va, quel type d'infrastructure, et finalement, quelle va être la nouvelle définition d'infrastructure numérique qui, encore une fois, se confondait avec la fibre optique depuis 10 ans.
Du coup, je vais parler sur le département Haute-Garonne. Je fais écho à ce que tu disais, Pierre. Aujourd'hui, le déploiement sur le RIP 31, c'est plus de 340 000 prises déployées, 99,9% du territoire couvert, un taux de commercialisation de 60%. Donc il reste encore du chemin pour que tous les administrés, tous les citoyens aient migré à la fibre. Le plan de décommissionnement du cuivre va aussi accélérer cette mutation. Et nous, Haute-Garonne Numérique, donc c'est ce plan de déploiement de la fibre, on va dire qu'on l'a finalisé fin 2024. On a signé la fin du programme. On est aujourd'hui dans la gestion et la vie du réseau, l'exploitation au quotidien, la gestion des extensions en fonction des besoins des bassins, l'évolution en termes d'urbanisme. Donc il faut aussi gérer ces évolutions-là. Et on a travaillé sur un projet à destination des entités publiques du territoire pour valoriser ce réseau de fibres déployé, apporter des services à valeur ajoutée à destination notamment des collectivités, notamment les plus petites qui sont souvent démunies, qui n'ont pas forcément de ressources en interne, de compétences. Donc l'idée a été de construire un catalogue de services à destination des collectivités. Alors je vais citer quelques exemples. La création d'un GFU, un groupe fermé d'utilisateurs à destination des collectivités. L'idée, c'est de créer un réseau multiservice, donc la couche d'interconnexion de sites, et derrière des services à valeur ajoutée tels que l'évasion Internet mutualisée, une plateforme de sécurité, de cybersécurité qui va permettre de sécuriser le monde du réseau de l'entité publique par rapport au monde de l'Internet. Tu l'évoquais, on a de plus en plus de demandes sur la vidéoprotection. Donc, un même réseau peut porter plusieurs usages tout en garantissant une sécurité et en segmentant les flux. Donc, voilà un premier exemple. Donc, ce réseau, on l'a baptisé. Il s'appelle Ligam, pour lien en occitan. Et on est en cours de déploiement auprès des collectivités qui souhaitent l'intégrer. Deuxième réflexion autour de territoires connectés et durables. Éviter de voir se multiplier les réseaux IoT, bas débit, mono-usage. Donc là où sur un même territoire, on pourrait voir un réseau bas débit pour l'énergie, un réseau bas débit pour l'eau. Voilà. Comment porter une offre mutualisée, multi-usage au niveau du réseau bas débit et également autour de la plateforme de données pour valoriser les données qui vont remonter des capteurs. Donc voilà, ça c'est des réflexions qui sont en cours côté Haute-Garonne Numérique. Bonjour, donc pour ce qui concerne The Fil, donc cette société de Toulouse Métropole, pour faire simple, je vais vous faire une métaphore, on est un peu comme Enedis. Nous, en fait, chez Enedis apporte l'électricité jusqu'au compteur Linky et vous choisissez votre opérateur. Et ben nous, on apporte la fibre jusqu'à la box et vous choisissez votre opérateur. Notre métier, c'est opérateur d'opérateur. Et donc, je vois dans l'assistance tous mes clients, aussi bien Yvon, Laurence, nous apportons la fibre pour ces gens-là. Je vois des gens de Toulouse Métropole, je vois des opérateurs. Notre métier, c'est l'aménagement numérique du territoire. C'est apporter la fibre partout sur les 37 communes de Toulouse Métropole, uniquement pour les professionnels, qu'ils soient privés ou publics. On ne fait pas de particulier, ça fait partie de notre règlement intérieur. Notre métier, c'est ça, mais indirectement, on travaille pour vous au quotidien. Si vous avez des enfants dans les écoles de la ville de Toulouse, on apporte la fibre pour eux. Quand vous prenez le métro, la 4G, on travaille avec Orange, puisque sur les 2 lignes de métro, c'est Orange qui est l'opérateur leader, et on apporte la fibre pour eux dans toutes les stations interstations pour ces fameuses 4G. Pour SFR, on apporte la fibre pour les pylônes, parce qu'il faut écouler tout ce trafic. Et depuis peu de temps, avec un opérateur, nous apportons la fibre dans un certain nombre de collèges d'ici pour la fin d'année. Donc on a des grands rendez-vous très importants.
Et en plus, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui sont allés au Rose Festival dernièrement. Et ben en fait, on apporte à Toulouse Métropole cette fameuse fibre pour que les organisateurs puissent utiliser un réseau 5G privé. Voilà. On intervient à différents niveaux de la métropole, mais aussi pour le concitoyen. L'avenir, bah, ça va évidemment continuer avec l'équipement du territoire, que ce soit les opérateurs, mais aussi pour Toulouse Métropole qui souhaite se doter d'un réseau souverain. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Mais c'est voilà, d'apporter, et nous, on va être complémentaires, on va accompagner encore la collectivité et nos opérateurs, puisque, pour faire simple, c'est 70% de notre activité, c'est les opérateurs en priorité. Alors, simplement, juste on reste un moment sur la sphère publique. Tu as évoqué les usages, mais donc en termes d'infrastructure, c'est-à-dire d'investissement, bon, il a été évoqué l'IoT, donc au passage, on peut penser qu'il y a des déploiements qui vont avec l'IoT, il y a les pylônes qui ont été cités. Voilà, en termes d'infrastructure, de nouvelles infrastructures, au-delà de la fibre optique, finalement, c'est quoi les nouveaux investissements vus de la puissance publique? Alors, les investissements, ils sont déjà sur l'infrastructure, donc il manque toujours de la fibre et tout ça. Les nouvelles demandes pour les nouveaux usages, tout ce qui est prochainement, il devrait y avoir un appel d'offres pour la 5G métropolitaine, donc il va y avoir aussi encore un équipement, un investissement conséquent qui sera porté par la métropole. Et après, il y aura un autre investissement sur tout ce qui est partie objets connectés. Voilà, des gros investissements pour 2026, 2027 et cette fameuse 3e ligne de métro, où là aussi, Tisséo Ingénierie va investir sur une 5G au horizon 2027. Dominique, ouais. Sur la partie IoT, effectivement, on a fait une étude sur qu'est-ce que voulait dire que couvrir le département en réseau LoRaWAN au niveau Deep Indoor. C'est plus de 380 gateways à déployer sur le territoire. Donc derrière, il faut mouliner quand même le modèle financier pour qu'il y ait une rentabilité. Ça peut être aussi un choix, un modèle où ce n'est pas forcément nous, acteurs publics, qui portons le réseau. On peut aussi s'appuyer sur des acteurs privés, on peut faire un modèle hybride. Donc tout ça nécessite aussi de rencontrer le besoin dans les territoires. Et là, aujourd'hui, il y a besoin d'un peu plus de maturité côté usage. Donc voilà, on a encore un peu de travail là-dessus. En tout cas, merci pour la perche pour parler du partenariat public-privé. On dirait qu'on a préparé la table ronde déjà. Et donc, côté privé, donc j'imagine que là aussi, on fait le constat que finalement, les infrastructures telles qu'on les a pensées il y a 10 ans, il y a 15 ans, pour les premiers schémas directeurs, voire même un peu plus, finalement, elles se retrouvent quand même légèrement submergées par les usages qu'on n'avait pas prévus. Et du coup, il faut prévoir certainement un nouveau cycle d'investissement dans les réseaux. Vous intervenez dans l'ordre que vous voulez. Laurent, si tu... C'est sans fin. Avant de parler sur la partie, on va dire, infra, parce que c'est sans fin, hein, pour être prêt et suivre les usages. C'était juste rappeler, effectivement, je dirais que les opérateurs aujourd'hui, qui sont, comme Orange, qui sont intégrés sur l'ensemble des verticales et sur la fibre et la 5G, on va déposer le cuivre demain parce que c'est plus le réseau, c'est très énergivore. On va déposer la 2G également demain. Et on développe également, on est aujourd'hui dans les territoires en partenariat sur ces sujets, on va dire, de couverture. Donc, effectivement, LoRa a été cité, le réseau LoRa, l'hybridation des réseaux, effectivement, c'est des sujets qui se posent, puisqu'en fait, nous, on a un réseau qui est déployé partout en France, et donc on s'est accompagné. Tout ça, donc là, c'était une petite parenthèse pour rappeler que les opérateurs privés ont investi très, très massivement sur les réseaux, et que, voilà, on peut être, effectivement, je dirais aujourd'hui, dans une optique de réduction de coûts, être la solution sur l'hybridation de réseaux au service des usages, et on accompagne aussi sur la partie usage. Sur la partie résilience des réseaux, parce que ça revient à ça en fait, le métier d'opérateur, c'est effectivement, je dirais, être en capacité d'identifier finalement, je dirais, les besoins de ses clients. Et je vais prendre un exemple en fait. On a donc sur le territoire, tout à l'heure je disais 3000 salariés. On a 200 salariés qui travaillent sur les réseaux mobiles et qui vont être présents l'été et déployer des réseaux mobiles complémentaires
puisque dans les stations balnéaires, on va avoir des stations qui vont être vite saturées. Donc pour éviter la saturation, donc maintenant on a l'expérience et donc on anticipe pour apporter ces moyens mobiles. Mais si tu prends la fibre, c'est pareil. Enfin, voilà, donc un opérateur qui n'a jamais fini, enfin, c'est ce que je dis tout le temps en comité de concertation, les réseaux n'ont jamais terminé sur la fibre, puisqu'en fait on accompagne l'urbanisation, on va dire, des projets, enfin, des collectivités. Donc on dimensionne le réseau et on va chercher effectivement, je dirais, à adapter la capacité du réseau pour que la satisfaction du client reste de bon niveau. Oui, je crois que le partenariat public-privé n'a jamais été aussi, je dirais, réel hein, sur le terrain, puisque chez XP Fibre, si on prend l'échelle régionale, nous avons Héros Numérique, nous avons Wigard, nous avons Tarn Fibre, concernant les RIP que nous avons déployés à ce jour, et nous avons bien évidemment les réseaux où XP Fibre et le groupe Altis investissent en fonds propres à 100%, notamment sur la périphérie toulousaine et également sur un petit territoire du Tarn. Donc là, les réseaux sont en place. Nous avons atteint entre 95 et 99%, parfois 100 sur certaines communes, de couverture. Ça veut dire que chez nous, sur la technologie FTTH, la fibre est présente, elle est là, vous en bénéficiez déjà. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant que le réseau est en place, il faut maintenant prendre du recul, peut-être certainement repenser le modèle, parce que on a ce que j'appelle souvent la puissance de l'usage qui arrive, qui est là et qui s'impose. Et donc nous devons, avec nos organisations, préparer l'avenir. Ça veut dire adapter sans cesse déjà le réseau aux besoins, résister, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Tout ça pour vous dire que le réseau tel qu'il a été pensé il y a environ 10 ans, il arrive à son étape essentielle, c'est-à-dire celle de sa disponibilité hein, dans nos foyers. Et aujourd'hui, on est sur, je dirais, l'étape 2, celle qui consiste à se projeter sur les 10 ans à venir. Alors, il y a un phénomène qu'on a abordé tout à l'heure hein, sur la précédente table ronde, c'est bien sûr l'IA, la puissance de données. Ça, ce sont des éléments qui aujourd'hui ne nous préoccupent pas directement parce que notre métier, c'est de construire le premier maillon de l'infrastructure numérique. Parce que sans réseau fixe, sans réseau 5G, sans fibre optique, on ne peut rien transporter. Sans réseau satellite, on ne peut rien transporter. Donc ce maillon est essentiel et je nous invite à une prise de conscience sur la réalité matérielle du réseau, hein, tel qu'il est physiquement. Et ce réseau, il engage tous les jours des dizaines, des centaines, des milliers de collaborateurs qui sont chargés bien sûr de son développement, de sa surveillance, de sa maintenance, de son exploitation, bien évidemment. Et puis, il y a la commercialisation derrière. Et nos principaux interlocuteurs aujourd'hui, puisque Laurence en parlait tout à l'heure, ce sont les collectivités. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui dans un lien très fort avec les collectivités, puisque l'aménagement numérique du territoire, c'est aussi le développement économique de nos territoires. Et tous les jours, on en parle avec nos partenaires, en tout cas collectivités. Ça, on y reviendra. Vincent, un petit mot. Oui, alors, bon, nous, on ne fait plus de fibre chez TDF, hein, parce que la partie fibre fait partie en fait, de la société avec Lumière Fibre. Par contre, on peut parler des data centers, hein, parce que ça, on fait des data centers régionaux. On est aussi opérateur des opérateurs. En fait, je pensais à ce que tu disais tout à l'heure. Donc, on a à peu près la même vocation, en fait, hein, parce que quand on accueille Orange ou SFR sur nos pylônes pour mutualiser nos pylônes, donc ça, c'est vraiment notre ADN d'être opérateur d'opérateurs. On est aussi, on pense qu'il y a des besoins de data centers de proximité. Donc qu'il va falloir qu'il est souverain, parce que pour être souverain, on ne pourra pas envoyer ça dans le cloud, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc on prône en fait le fait de développer les data centers de proximité, bien sûr avec les collectivités locales. Voilà, donc c'est notre credo. On a
pas mal de demandes, notamment à Bordeaux. On a un data center où on a des nouvelles tranches qu'on ouvre régulièrement, voilà, avec des partenaires, parce qu'on, comme je vous dis, on n'opère pas en direct en fait les équipements. Nous, on héberge dans nos sites avec donc des conditions de sécurité. On a fait le choix sur nos sites de passer plusieurs certifications. Donc je ne vais pas les lister, mais qui garantissent la sécurité, qui garantissent les données de santé, qui garantissent la frugalité, en tout cas le suivi de la consommation, que ce soit énergie ou l'eau. Donc, voilà, donc on est plutôt dans cette brique-là, nous, pour la partie data center. C'est parfait, parce que justement, j'étais un peu étonné que le mot data center soit pas prononcé. Régis Banquet, ce matin, a clairement dit que sur la CEMOP, dans l'Aude, il y avait un data center, on va dire, public en tout cas, ou parapublic, suivant qu'on prend la définition de la CEMOP, qui est quand même public-privé. Donc, en préparant cette table ronde avec toi, Dominique, avec Philippe, avec Morgane, on a parlé d'un usage qui m'a frappé, hein, qui est l'enjeu de l'explosion des usages de l'archivage de la donnée publique. Notamment, j'ai retenu l'urbanisme, mais donc ça, c'est un des usages qui fait aussi que maintenant, la puissance publique va devoir sérieusement se poser des questions sur la maîtrise de son stockage archivage dans un monde où, je crois, 62 ou 63% des entreprises déclarent encore que de toute façon, et je mets les collectivités dedans, que les données sont stockées dans un placard sur un serveur chez eux, quoi. Effectivement, alors on va parler, enfin moi j'ai parlé de la sphère publique, hein. Ces dernières années, il y a eu un grand mouvement de transformation, digitalisation, et aujourd'hui, la donnée primaire est une donnée numérique, c'est plus une donnée papier. Donc, comment on adresse cette nouvelle donnée avec des obligations réglementaires? Pierre, tu as évoqué le domaine de l'urbanisme. Effectivement, depuis 2024, toute personne morale qui veut déposer une demande d'autorisation d'urbanisme auprès d'une commune de plus de 3500 habitants a l'obligation de passer par une démarche dématérialisée. Un autre exemple, dans le domaine des marchés publics, de la commande publique, une collectivité qui veut faire un appel d'offres de plus de 40 000 € doit passer par une démarche dématérialisée. Ça veut dire que les offres sont également dématérialisées. Un autre exemple, une collectivité qui lance la construction d'un groupe scolaire aura une maquette numérique. On parle de BIM. Donc, tous ces objets sont nativement numériques et pèse dessus l'obligation de disponibilité, intégrité, sécurité des données numériques pour qu'elles traversent le temps. Et le temps, ce n'est pas 6 mois, 1 an, c'est des dizaines d'années, voire plus, comme le papier. Donc là, ça renvoie aux archives départementales qui ont vocation justement à recueillir les données et pouvoir garantir l'accessibilité à ces données sur du long terme. Donc, la nécessité d'avoir des plateformes d'archivage électronique. Et là, on voit bien que la mutualisation de ce type de plateforme prend tout son sens et renvoie derrière au physique, où est-ce qu'on le stocke, et au data center. Et là, c'est vrai que je rejoins les interventions précédentes. On préférerait que nos données soient au plus près de nous. Alors, au passage, je retiens vraiment ton propos précédent, qui est qu'une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a parlé du besoin public, on n'a pas du tout encore répondu au modèle partenariat public-privé. On n'a pas dit que c'était forcément 100% de l'investissement public dans son coin, 100% privé. Tout reste ouvert, et donc ça, on en parlera tout à l'heure. Laurence ? Un petit complément, je pense que ça va aussi avec l'analyse stratégique des données. En fait, qu'est-ce qu'on veut mettre dans un cloud sécurisé? Ça dit tout à l'heure, en fait, on a un cloud sécurisé, c'est Cloud Avenue Sectum Cloud, qui permet, on va dire, de garantir, on va dire, en termes de sécurité, les documents qui pourraient être archivés. On accompagne aussi les collectivités sur ces sujets-là en termes d'archivage. On a des partenariats, je crois, avec OpenBIF. Je ne suis pas la spécialiste en archivage,
Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le sujet, c'est sur ces deux sujets, on va dire, de data, hein, c'est nécessairement une démarche qui doit être structurée avec une approche, quelle est la valeur de ma donnée, quelle est la donnée stratégique que je dois absolument sécuriser plus, et puis celle, on va dire, sur laquelle je vais avoir moins d'exigences, qui va permettre derrière d'avoir une solution multi-cloud. Et on est aussi sur du développement du cloud en colocation aussi, hein, pour répondre à cette demande d'avoir les données au plus proche des territoires. Voilà, c'est des choses qui se travaillent, hein, sur l'ensemble des territoires. Non, concernant tout ce qui est data center, nous, en fait, on est là pour faire l'infra. C'est-à-dire qu'on raccorde une vingtaine de data centers sur la plaque toulousaine. On n'imagine pas, mais sur Toulouse, il y a quand même aussi donc, des data centers qui sont ouverts aux entreprises, aux opérateurs, et d'autres qui sont plus à des usages très spécifiques. Je vais prendre par exemple Airbus. Voilà, ils ont des choses, mais c'est vraiment en interne, comme Tisséo. Tisséo a ses besoins en interne. Voilà. Par ailleurs, on assure aussi certaines commodités. On assure la sécurisation je reviendrai sur sur la résilience, mais pour Téléo, on assure ces choses-là. Donc The Fil, nous, on permet cette relation de transporter la donnée vers les data centers. Pour l'instant, notre mission s'arrête là. Mais c'est vrai que si Toulouse Métropole nous sollicite, on répondra présent. Yvon, un dernier mot, sinon on passe à la résilience. Un dernier mot sur les data centers, les centres de calcul, les centres de données. C'est un sujet qui est éminemment coûteux. Beaucoup s'y sont essayés. Certains projets ont parfois capoté. On a une vraie, en tout cas à l'échelle européenne, on a un vrai retard, hein, sur ces infrastructures. Quand on parle d'un peu plus de 320 data centers en France, on est à plus de 6000 aux États-Unis. On a vraiment une différence à rattraper, mais sans doute à penser différemment, en tout cas, pour que les centres de données répondent à la question de la souveraineté, dans un premier temps, que la donnée qui devient de plus en plus stratégique, parce que la donnée devient, et le contexte mondial le montre, hein, une arme, tout simplement. Et donc, c'est un sujet sur lequel on ne pourra pas répondre uniquement à l'échelle régionale. Ok, bon, de toute façon, pour Data Center et une évolution vers l'IA, il y a une autre table ronde mercredi à 17 h que j'ai aussi le plaisir d'animer. Alors maintenant, on passe à la résilience des réseaux, donc ces infrastructures numériques. On va parler de leur résilience sous deux volets, qui finalement sont assez différents, même s'ils se rejoignent, la résilience physique et puis la résilience économique. Donc sur la résilience physique, je lisais 72%, finalement que 72%, j'aurais tendance à dire, des collectivités disent avoir des projets de renforcement de leur réseau, donc que ce soit en termes de bouclage, de sécurisation ou d'enfouissement du réseau. Donc, Haute-Garonne numérique, normalement, vous avez un schéma local de résilience, si c'est ça le terme. Voilà. Donc, si tu peux nous en dire un mot, puis après. Alors, le schéma local de résilience des réseaux a été engagé en 2023 en collaboration avec la Banque des Territoires. Sortie du Covid, force est de constater l'importance stratégique des réseaux de communication. Le fait que ces réseaux de communication aient porté pour beaucoup la résilience économique du pays, puisque ça a permis un travail hybride, voire un travail totalement hors les murs de l'entreprise. Sans ces réseaux de communication, ça aurait été très compliqué. On ne pouvait pas rester sur le fait que notre ingénierie de réseau satisfasse cette question de la résilience. Donc on s'est posé. On a analysé les risques qui pesaient sur notre réseau, différents types de risques, les aléas climatiques, les risques humains, mais aussi, comme tu l'évoquais, les risques liés à l'architecture intrinsèque de notre réseau. On l'a designé à une époque, on l'aurait designé autrement aujourd'hui, donc on ne pouvait pas rester comme ça. 50 recommandations ont été identifiées. Je vais donner quelques-unes des recommandations. Il y a des choses très très basiques, hein, telles que les plans d'élagage, telles que l'identification des tronçons les plus sujets aux intempéries pour définir un plan d'enfouissement. Et là, c'est un investissement pluriannuel qu'il faut engager.
mais aussi des éléments en lien avec nos délégataires sur la définition de processus de gestion de crise en cas de cyberattaque de notre délégataire. Donc voilà, un certain nombre de recommandations, parfois très, très basiques, autour, encore une fois, de la gestion des groupes clim. On sort d'une période compliquée en été. Voilà, comment on pallie à des défaillances physiques. Voilà. De notre côté, concernant la résilience du réseau de Toulouse Métropole, on a cette chance-là. Nous, on loue des fourreaux à Orange ou à Toulouse Métropole. Et donc, 99% de notre réseau est enterré. Voilà. Ce qui passe en aérien est anecdotique. Donc, on n'a pas ce problème et on a cette chance de ne pas avoir ce problème, les aléas climatiques, ni de chute d'arbres et tout ça. Ça nous permet déjà, dès le départ, de proposer des solutions assez sympathiques. Après, on a tout ce qui est parti du matériel actif. Là aussi, on essaye d'être résilient et c'est toujours une dépense qui est quand même importante, puisque en fait, on doit revoir chaque année les onduleurs, savoir si ça marche, les équipements, les redondés, double électrifié, pardon. Donc, on a un certain nombre de choses à faire et on continue. C'est notre quotidien, c'est le travail des équipes pour s'assurer qu'on est toujours, on tend vers le zéro. Alors, ça n'empêche pas les pannes. Le but, c'est que s'il y a une panne, elle soit la plus courte possible. Je souris parce que pas plus tard que vendredi, on a eu une belle panne et on l'a très bien résolue. Voilà. Être résilient, c'est ça, c'est de faire des choses et d'essayer de répondre très rapidement. Parce que sur notre réseau, ce n'est pas comme chez le particulier. Nous, on a une GTR 4 heures. Alors, une GTR 4 heures, c'est rétablir le signal en 4 heures. Au-delà des 4 heures, l'opérateur peut nous appliquer des pénalités. Voilà. Ça, c'est écrit dans notre contrat. Et on doit aussi une disponibilité du réseau de 99,85. Ça veut dire qu'on doit, pareil, ces fameuses 4 heures, chaque client ne doit pas tomber en panne plus de 4 heures. Donc pour nous, c'est important et c'est vrai que ça engage des moyens chaque année à travailler, à remettre au propre et s'assurer que tout est parfait. Alors moi j'ai coutume de dire que ce qui fait le pendant en miroir du schéma de résilience côté public, c'est le PC, enfin le plan de continuité d'activité ou le plan de reprise d'activité côté privé. Finalement, c'est exactement le pendant. Donc, oui, c'est pareil. Enfin, voilà, c'est déjà fait, on va dire, une réunion en préfecture, une réunion de crise. Effectivement, il faut être prêt, effectivement, je dirais, à répondre sur comment on y va. Enfin, on a eu l'exemple cet été avec les incendies de l'Aude. Donc moi, j'étais en congé, donc je l'ai pas vécu en direct. Mais ça a été, on va dire, un sujet important aussi pour que les secours s'organisent. Donc les équipes d'Orange ont déployé un moyen mobile dans les 12 heures qu'on suivit dans la commune où le PC de crise avait été installé. Et ça a permis aux services de secours de pouvoir de communiquer et d'être réactifs, en fait. Et donc je pense que ça a été la prise de conscience que sans les télécoms, donc on parle beaucoup de résilience d'un tas de réseaux, à commencer par l'électricité, etc. Mais en fait, sans télécom, en fait, comment on s'organise et comment on organise la prévention. Donc, je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir quand on parle de résilience ou de crise, de réfléchir aux solutions alternatives qu'on doit avoir sur les territoires. Donc tout à l'heure, Nicolas Brochot parlait de la safety case, qui est une solution qui fonctionne, qui va chercher du satellite ou de la 4G multi-opérateur, qui se déploie facilement. Mais je pense que les territoires, effectivement, doivent se poser la question. On sait qu'on va être amené à vivre des événements climatiques. On ne peut pas maîtriser les risques et on ne pourra pas dire qu'on n'aura pas d'autres dommages. C'est pas vrai. Et même si on avait les réseaux, enfin, on a des territoires où les réseaux étaient complètement enfouis. La vallée de la Roya, il y a 3 ans ou 4 ans, où les réseaux étaient enterrés. Et en fait, on a mis des mois et des mois à reconstruire parce qu'un réseau enterré, c'est très compliqué, très long à reconstruire. Alors qu'un réseau aérien, certes, c'est vrai qu'il peut partir en fumée ou partir par un coup de vent. En revanche, il est plus facile à remonter aussi en cas de crise. Donc je pense qu'il y a cette approche-là qu'il faut travailler dans les territoires pour être, on va dire, pour moi, être résilient, c'est aussi être en capacité de répondre rapidement et d'organiser les secours et la manière dont on reconstruit le réseau. Vincent. Oui, peut-être deux choses. Il y a des choses très basiques. Les pylônes, on a 8000 pylônes à peu près TDF en France. Et on demande, et on le fait d'ailleurs, que tous les feeders, donc tous les tuyaux qui montent dans les pylônes, soient inifugés. Donc c'est idiot, mais c'est un retardateur, notamment pour les incendies criminels. Comme ça évite d'avoir un site
qui ressemble à un beau sapin en train de brûler. Donc c'est quand même un sacré secours. Voilà, donc d'autres choses on parlait de la Roya, donc justement il y a des choses en ce moment. La question c'est combien de temps les réseaux peuvent rester en vie en cas de grosses crises météorologiques. Voilà, donc c'est assurer de l'électricité, c'est quand même essentiellement ça, hein, parce que les équipements on peut les maintenir, mais l'électricité combien de jours? Combien d'heures, combien de jours, qu'est-ce qu'on met comme onduleur, qu'est-ce qu'on met comme groupe électrogène. Ça c'est vraiment répondre aux aléas climatiques. Puis l'autre chose qui m'amusait tout à l'heure, c'est la GTR, parce qu'opérateur d'opérateur, il se trouve que dans ma carrière, je me suis occupé d'une chaîne de télévision qui finit par 1, donc c'était moi qui m'en occupais comme interface principale. Et la GTR, pour le site le plus connu, c'était 30 secondes. Et c'est toujours 30 secondes. Voilà, donc la GTR, oui, c'est quels moyens on met, parce que la GTR, ça coûte cher. Combien on met de personnes, combien on met de systèmes de sécurité. Enfin, c'est tous ces niveaux de sécurisation qu'il faut définir. Et que donc on met à contribution dans nos nouveaux déploiements data center et indoor. C'est cette expérience qui vient de l'audiovisuel. Parce que l'audiovisuel, je pense que le pic du midi, on est sur la GTR 2 heures. Donc vous voyez où il est situé, il faut y aller, c'est pas loin, mais il faut quand même y aller, quoi. Donc on a beaucoup de sites, de FM notamment, qui sont en GTR 2 heures. Donc un site ne peut pas rester en panne plus de 2 heures, voilà, dans toute la France. Donc oui, il y a différents niveaux de criticité, j'ai beaucoup de mal à le dire à chaque fois, mais il faut les prévoir et les planifier avant, bien sûr. Tu l'as dit, le niveau de criticité. Pour bien comprendre la question de la résilience, il faut simplement observer que sur le réseau fibre grand public sur nos territoires, 70% du réseau, même un peu plus dans certains départements, est en aérien. Voilà, ce sont des poteaux, des câbles. Donc ça vous situe, je dirais, le risque et le niveau de tension dans lequel on se trouve lorsque vous avez une tempête, le vent d'OTAN dans le Tarn en particulier, dès le lendemain et le surlendemain, cela multiplie quasiment par 10 ou par 20 le nombre d'interventions nécessaires pour aller rétablir le service, redonner bien sûr, reconnecter bien évidemment les citoyens au réseau et au monde, et les entreprises également. Donc déjà sur le plan de la structure, la construction du réseau, on a déjà, je dirais, l'explication de ce niveau de tension dans lequel on est en permanence. Et forcément, on doit y travailler. Alors, enterrer des réseaux, ça coûte très cher. Lorsque le privé investit, on regarde de très près, bien évidemment, l'investissement et la rentabilité, surtout dans le temps. Le public, aujourd'hui, on sait que les budgets manquent. Donc, il va falloir que l'on trouve des solutions pour que ce réseau réponde à la puissance de l'usage que nous lui apportons aujourd'hui. Peut-être un petit complément, mais Dominique tout à l'heure en a parlé. Je pense que quand on parle de réseau aérien et de résilience, il y a vraiment un sujet qu'il faut prendre dans les territoires, c'est la partie élagage. Un poteau, c'est rare qui tombe tout seul, en fait, sauf s'il est pourri à sa base. Et en fait, bien souvent, ce sont les branches qui viennent appuyer sur les câbles et qui tirent le poteau vers... voilà. Je pense que si on remet au centre de la résilience des réseaux, notamment dans les zones qui sont en aérien, et si on éduque sur les responsabilités en termes d'élagage, la fibre, c'est pas qu'un droit, il y a des devoirs, on répond en partie à la résilience. Et après, pour les zones où, effectivement, je dirais, où ça peut faire sens de sortir du budget pour enfouir, de réfléchir comment le sujet peut être amorcé dans le territoire. Mais ça a été dit, je pense que l'élagage, c'est vraiment au centre. Alors, allons-y sur la viabilité économique, donc sujet pas simple. J'ai des petits chiffres que je trouve assez savoureux, issus de l'Observatoire d'Infranum. Infranum, c'est la fédération de la filière télécom. Donc 80%, alors excuse-moi Dominique, c'est toi qui vas prendre pour tout le monde, mais 80% des collectivités déclarent faire un schéma de résilience. 72%, je l'ai dit, déclarent avoir des projets de renforcement de leur réseau. Et c'est là où ça se termine par 65% n'ont pas prévu de budget supplémentaire. Donc ça, c'est quand même assez délicieux. Donc effectivement, il va falloir quand même trouver comment financer tout ça. Et ce sera vraiment intéressant de vous entendre tous avec la vision publique et la vision privée. Alors, j'ai envie de dire qu'on n'a pas le choix que de continuer à investir. Le réseau, il est là, il est utilisé et il va continuer à être utilisé et les usages vont s'amplifier. Donc l'investissement permanent, il est nécessaire.
Donc c'est à nous qui avons la responsabilité de la définition d'un plan économique autour d'un réseau, de définir et d'anticiper ces investissements. Pareil, du côté de Toulouse, on est condamné aux investissements. On revient à cette fameuse GTR. Donc, quand certains clients sont très critiques et qui ne veulent pas s'affranchir de 2 heures de panne, comme Météo France, ils nous demandent une double adduction. C'est-à-dire qu'on va rentrer d'un côté du bâtiment, on va sortir de l'autre et on va aller sur un autre point, déporter sans que les fibres se croisent. Voilà, ça s'appelle pas de SPOF dans notre jargon. Donc là, on travaille, pareil pour nos équipements. On essaye, on va passer une commande, on s'assure si l'équipement est endurci, puisqu'on s'aperçoit que nos équipements sont dans des armoires de rue. On s'aperçoit qu'il fait de plus en plus chaud, même s'il y a de la clim ou pas. Voilà, donc on a des équipements qui tiennent à moins 15 jusqu'à plus 60 degrés. Voilà. Donc tout ça, c'est une réflexion dès le départ et on investit là-dessus et on est condamné à investir. Et évidemment, on va faire de même sur tout ce qui est résilience pour les réseaux, le passif. Oui, c'est pareil pour les opérateurs, on va dire. Bon, Orange, opérateur intégré, je vous passe, voilà. Mais on va dire, on est opérateur d'infrastructure et on a des clients. Donc, en fait, on n'a pas le choix que d'être, on va dire, au rendez-vous pour garantir le service à nos clients. Donc, on investit. Dans la redondance des réseaux, on en a beaucoup, mais ce n'est jamais assez. Donc, c'est des travaux que notre unité réseau regarde tous les ans et met au programme. Enfin, c'est une unité qui a un budget en centaines de millions. Hein. Donc, je ne connais pas le budget qu'elle consacre à cet aspect-là, mais en tout cas, régulièrement, on continue, on va dire, de faire de la redondance de réseau pour éviter que quand il y a toujours, on va dire, une pelleteuse quelque part qui va venir arracher une fibre ou une grosse fibre, qu'on est derrière en zone arrière 5 000 ou 10 000 clients en panne. Donc en fait, autour de Toulouse, c'est très bien maillé. Il y a des endroits un peu moins. Donc c'est des choses qui prennent du temps parce que ça coûte de l'argent aussi. Donc voilà, c'est ça. Mais en fait, le client est derrière et donc on s'en préoccupe et on en met tous les ans au programme. Oui, Laurence disait très justement, le client est derrière. Alors, le client, c'est nous. Hein. Il va falloir qu'on comprenne que s'occuper des réseaux, on le fait sur le plan technique, mais ça va coûter de plus en plus cher parce que la puissance de l'usage, elle est permanente. Nos connectivités augmentent. Notre nombre de connexions, je dirais, au réseau augmente sans cesse. Et je crois que nous, opérateurs d'infrastructure, nous construisons pour les opérateurs commerciaux. Voilà, les 4 opérateurs nationaux que vous connaissez, et bien sûr des opérateurs d'entreprise. Ce sont nos clients. Et ces opérateurs, eh bien, nous sommes leurs clients. En bout de chaîne, c'est nous qui allons payer. Il faut en avoir bien conscience. Alors, bien sûr, on parle toujours de l'abonnement. C'est la valeur de référence qui situe un petit peu le point de rentabilité pour les entreprises et puis pour les ménages, la satisfaction, je dirais, du service rendu. Si on fait un rapide comparatif, un abonnement que vous avez tous et que nous avons à 30 €, je prends 30 €, en Espagne, c'est autour de 45-50 €, en Allemagne, c'est 75 € et en Angleterre, c'est à peu près entre 60, 70 et 80 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de ces 4 pays en Europe, en France, nous payons l'abonnement le moins cher. Ça veut dire qu'à un moment donné, et ça c'est notre responsabilité, en tant que citoyen, en tant qu'utilisateur, en tant qu'usager, en tant que usager exigeant, nous allons devoir, d'une certaine manière, payer l'entretien, la maintenance, la résilience, le développement de nos réseaux parce que c'est de notre responsabilité. Et ça, il faut le dire. Vincent. Oui, il y a une question d'investissement et de maintenance, en fait, l'exploitation, la maintenance des réseaux à long terme. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution miracle. Je pense que c'est dué. Il faut choisir des solutions où il faut prendre peut-être les GAFAM pour une partie du cloud. Il faut prendre des data centers. Enfin, je reprends les data centers de proximité, voire des micro data centers si on a besoin spécifique qui est non mutualisable. On en parlera tout à l'heure de la mutualisation, je crois. Voilà. Donc chaque cas est particulier. Mais par contre, plus un réseau est sécurisé et redondé, plus il est complexe.
Et plus quand les pannes arrivent, parce que ça peut arriver, hein, même avec des fibres, il peut arriver que les fibres, à la fin, elles traversent le même pont, par exemple. Ça, moi, j'ai connu ça. Hein. Donc, tout allait bien, il y avait plusieurs sorties, sauf que, au bout d'un moment, il y avait des travaux et il y avait les deux fibres qui étaient sur le même pont. Parce que, temporairement. Hein. Voilà, donc, il faut toujours prévoir l'imprévisible, en fait. C'est ça qu'il faut faire dans nos métiers. Et partager les investissements. Je pense que c'est important. Oui, alors justement, c'était un peu le but justement de faire la transition entre la viabilité économique et la nécessaire collaboration publique-privée. Juste pour finir sur la résilience, donc évoquer le projet de loi qui est en cours sur la résilience, qui comporte une composante application de Nice 2, dont il a été beaucoup question ce matin, mais aussi une composante définition finalement des infra-essentiels et des obligations des opérateurs d'importance vitale. Et où on voit bien que là, bon, très clairement, post-Covid, comme tu le disais, Dominique, il n'y a plus débat. Les infratélécoms sont dans les infra essentiels. Donc sur la viabilité économique, sur la nécessaire collaboration publique-privée, bon, j'avais prévu qu'on commence par une collaboration publique-public, c'est-à-dire que finalement vous fassiez un duo sur à la fois les collèges, mais après tu peux embrayer sur, tu as évoqué la 5G, qui est aussi finalement une collaboration publique-public avec le SICOVAL, puisque ça, entre autres, puisque ça dépasse la frontière de Toulouse, de la ville de Toulouse, et même de l'agglomération. Donc voilà, déjà commencer par la collaboration publique-public, et puis après on élargit à la collaboration publique-privée. Oui, ce qu'on vous souhaitez vous témoigner, c'est les synergies qui sont possibles. Au-delà des limites administratives ou des clivages politiques, c'est ce qui fait souvent débat, les clivages politiques aussi. En zone Haute-Garonne et Toulouse, on a su dépasser ces sujets-là. Je m'explique. Lorsque, au niveau du syndicat, on a souhaité créer ce GFU, donc ce groupe fermé d'utilisateurs, ce réseau multiservice à l'échelon départemental, on a un adhérent qui nous a posé souci, mais qui était pour nous emblématique, c'est le conseil départemental. Le conseil départemental, c'est 350 sites. Il a autant de sites sur la zone RIP 31 qu'en zone métropolitaine. Donc, si on souhaitait apporter du service au conseil départemental, il fallait qu'on ait un continuum, un réseau étendu sur les deux périmètres, chose qu'on est arrivé à faire. Donc voilà, c'était aussi pour témoigner de cette capacité à fonctionner et à développer des synergies et une cohérence sur un territoire. Voilà. Oui, ce qui s'est passé avec Haute-Garonne Numérique et The Fil, c'est que c'est un échange. Et en fait, le point commun, ça a été un opérateur. Donc c'est l'opérateur Linked avec qui, en fait, on nous a demandé de raccorder un certain nombre de collèges. Donc nous, on est très fiers de passer cette dimension, d'aller au-delà des réticences politiques et de travailler ensemble. Mais c'est pareil, ce qui se passe intramuros dans Toulouse, au niveau de la 4G. Je veux dire, aujourd'hui, on travaille régulièrement avec Orange sur un certain nombre de choses, notamment cette fameuse 4G dans le métro, où Orange était l'opérateur leader, et il a fallu qu'en 2017, on équipe l'ensemble des 2 lignes de métro. Demain, ça sera pareil. Il va y avoir un TowerCo qui va être désigné pour cette fameuse ligne C. Et donc, nous allons travailler avec en fait, cette ligne qui partira de Colomiers et qui ira au SICOVAL. Et pour terminer sur le SICOVAL, en fait, le SICOVAL, c'est une autre délégation de service public que la nôtre. Et en fait, pour pouvoir échanger les flux télécoms, nous avons fait une passerelle. Alors, dans notre jargon, ça ne s'appelle pas une passerelle, ça s'appelle une porte de collecte ou un tronc de collecte. Et nous échangeons les flux télécoms. Voilà. On a, pareil avec SFR, on a des portes de collecte un peu partout parce qu'un réseau, ça doit être ouvert au monde. Parce qu'on prend les entreprises, elles veulent communiquer avec d'autres personnes et elles ne restent pas sur notre territoire. Elles vont soit à Paris, soit elles vont sur le département limitrophe. Voilà. Le but, c'est de pouvoir échanger et donc ces partenariats sont importants, pour ne pas dire obligatoires. Non. On nous a piqué un quart d'heure, on garde un quart d'heure. Donc... Non, je voulais juste par correction pour les autres opérateurs sur la 4G dans le métro. Donc c'était un investissement des 4 opérateurs en fait. C'était grosso modo, je vais schématiser un projet à 10 millions. Il y avait 2 millions de fibres noires par The Fil et puis 2 millions pour les opérateurs. Voilà, on est opérateur leader, mais tout le monde a mis, on va dire, des sous sur le tapis. Alors simplement pour servir de guide, pour accélérer quand même, puisque j'ai reçu des ordres. Donc sur la vision public-privé, c'est est-ce qu'on va vers de nouvelles structures? Enfin, encore une fois, je reviens sur le propos de Régis Banquet qui a évoqué une CEMOP, c'est quand même pas le statut le plus courant. Donc est-ce qu'on va vers des nouvelles structures
public-privé pour cette collaboration. Quel est aussi l'attendu du privé? Ça a été un petit peu évoqué par Manu Reynaud ce matin, si vous avez bien noté quand même sur la commande publique, la puissance de la commande publique pour servir de levier pour les investissements privés, qui peuvent ainsi peut-être prendre le relais de la puissance publique qui a ses contraintes budgétaires. Donc voilà, c'était juste pour servir de fil conducteur à vos réponses. Je pense qu'avec la contrainte budgétaire, effectivement, c'est dans les réflexions de tout le monde. D'ailleurs, ça a été évoqué tout à l'heure. Hein. Si je prends sur un exemple sur les réseaux IoT, réseau LoRa, une collectivité qui a, on va dire, un réseau LoRa implanté sur 10% de son territoire, mais qui a un réseau LoRa disponible d'un opérateur privé, la question peut se poser de regarder avec l'opérateur privé comment je peux, on va dire, valoriser mon réseau, mais avoir quelque part un réseau qui va opérer avec le réseau du tiers. Donc je pense que ça rentre forcément dans les logiques. On va forcément sur des sujets, on va dire, d'investissement. On a parlé du cloud tout à l'heure, du cloud souverain, avec des investissements qui sont extrêmement coûteux. Enfin, on a eu l'expérience, je veux dire, malheureuse de CloudWatt en 2012, enfin, qui n'a pas duré très longtemps, qui était une société de projet, Orange et Thales, et la Caisse des dépôts, je crois, et pour lequel il n'y a pas eu assez de commandes publiques pour pouvoir rester, vivre, innover et faire vivre ce cloud. Donc je pense que le sujet il va être là, c'est identifier les grands projets où le partenariat public-privé peut être important pour travailler ce sujet de la souveraineté et faire que l'Europe arrive à trouver sa place dans ce monde de requins. Pardon. Allez, Yvan, régale-nous. Pardon. Le partenariat public-privé, bon, c'est une réalité. Nous avons 22 régions aujourd'hui sur nos territoires avec qui nous travaillons. Les réseaux RIP sont, je dirais, s'appuient, sur des conventions qui vont entre 20 et 25 ans. Donc c'est un partenariat longue durée. Les investissements, même si nous portons l'essentiel des investissements, une partie en tout cas est financée par le public. Je pense que nous sommes condamnés à renforcer ces partenariats, à les rediscuter aussi en cours de contrat, parce que tout est lié. Hein. Nous parlions tout à l'heure de réseaux, de résilience, de développement et de renforcement de nos réseaux. Forcément, il va falloir rediscuter, remettre sur la table le coût de ces investissements, parce que pendant 20 ans, pendant 25 ans, le réseau vit, évolue, il est aussi très sollicité. Donc le partenariat public-privé est condamné à se renforcer. Vincent. Oui, je pense que nous, privés, nous avons besoin de vous, public, de toute façon, pour pouvoir investir ensemble, pouvoir développer les services. Donc c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Je voudrais arriver sur un autre terme qui est la mutualisation des services, la mutualisation des infrastructures. C'est notre business model. De toute façon, la mutualisation assure l'économie, en fait, et l'économie et la viabilité de nos prestations, de nos services et de nos réseaux. Et donc, il faut mutualiser, il faut accueillir. Donc, on parlait tout à l'heure du choix qui a été fait sur le métro de Toulouse jusqu'à aujourd'hui. Nous aussi, on fait de l'indoor, et notamment sur Rouen et Rennes, c'est nous qui avons déployé les réseaux et on accueille les 4 opérateurs sur notre réseau, en fait, à l'intérieur des métros. Voilà. Puis la ligne 18 aussi de Paris, donc la grosse ligne, c'est nous qui avons la responsabilité de la déployer. Donc tout ça veut dire que oui, il faut mettre une infrastructure, en tout cas, qui soit mutualisée, mutualisable, on puisse accueillir plus de personnes possibles, et en la dimensionnant au bon niveau, parce que ça aussi c'est la question. Qu'est-ce que je veux juste à côté de chez moi? Qu'est-ce que je veux en région? Qu'est-ce que je veux dans le cloud? Enfin, on revient au même sujet que tout à l'heure. Voilà. Donc, oui, donc c'est important. On a besoin du public pour définir. En fait, donc d'abord que le public se fédère et quelque part donne son besoin. Et une fois que nous, privés, on a ça, on peut co-investir, on peut travailler. Donc voilà, c'est vraiment un besoin mixte. Vincent, ce que je propose, c'est pour le tour final, conclusif, que tu gardes la parole. C'était infrastructure aussi performante pour nos territoires. Donc finalement, sur la performance, c'est quoi votre vision finalement de la performance pour ces infrastructures pour la suite? Alors, je pense que nous, notre vision de la performance, c'est de servir nos clients. Tout bêtement.
Donc nos clients publics, nos clients privés. Si je prends le data center de Bordeaux, c'est un mélange de public et de privé à l'intérieur. Hein. Il y a la ville qui est présente, il y a des gros industriels avec des conditions de rétablissement très fortes. Sur le data center de Marseille, on a aussi ce type de nécessité avec un gros armateur qui est présent chez nous. Enfin, donc et on a aussi des collectivités. Donc c'est vraiment ça, pour nous, la réussite, c'est de pouvoir servir nos clients en fonction de leurs spécifications. Yvon ? La notion de performance, elle est forcément liée à, je dirais, un certain degré de confiance. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sont certes très utilisés, très demandés, mais on a besoin d'avoir confiance. On doit être sûr que les données que l'on fait, les données personnelles que l'on fait transiter sur le réseau sont en lieu sûr. Donc l'élément confiance au réseau et au numérique qui nous entoure, ça c'est le premier élément. Bien sûr, la fiabilité et la performance sont liées, ça c'est notre mission et nous sommes condamnés à livrer à nos clients un réseau tout le temps continu, performant et surtout résilient, comme on l'a dit tout à l'heure. Je crois que les investissements vont devoir surtout s'orienter vers ces deux objectifs, performance et confiance. Laurence. Moi, je serais beaucoup plus synthétique. Je dirais un réseau performant et résilient, c'est l'anticipation. C'est anticiper ce qui peut arriver, anticiper les moyens. Si on anticipe, on est prêt et on est prêt à répondre. Donc voilà. Je pense que pratiquement tout est dit, mais donc en fait le maître mot chez nous, c'est en fait souveraineté. En fait, Toulouse Métropole nous demande d'être souverain, mais aussi vous êtes mes clients, quoi. Voilà. Et donc le but, c'est de répondre aux attentes des clients et d'être présent et quel que soit faire face. En écho à ce que vient de dire Philippe, souveraineté, c'est maîtriser ses réseaux, c'est maîtriser son avenir. Donc ça passe par continuer à investir et à développer nos réseaux. Je vous remercie à tous.